La semaine dernière, on a assisté à l'un des hacks les plus spectaculaires de notre écosystème. L'équivalent d'environ 1,5 milliard de dollars a été dérobé par des hackers, comme ça, sans prévenir. Si vous êtes dans l'écosystème depuis un petit moment, vous le savez, il y a des risques. Quand on utilise des protocoles décentralisés, il faut faire attention à ce qu'on fait et à où on met les pieds. C'est pour ça, entre autres, que pas mal de gens hésitent à aller sur la blockchain finalement. Et du coup, les plateformes centralisées sont des places de choix, particulièrement pour les débutants. Des frais quasiment inexistants, une sécurité très élevée, c'est presque des oasis au milieu du désert. Enfin, jusqu'à il y a quelques jours. Parce que cette fois, des hackers ont forcé les coffres de Bybit, l'un des exchanges les plus populaires de notre écosystème. Ils se sont fait voler plus d'1 milliard de dollars qui étaient évidemment des fonds des clients. Peut-être les vôtres? Normalement non. Depuis le 8 janvier et à cause des restrictions de l'autorité des marchés financiers, Bybit ne peut plus servir de client français. Alors en principe, vous avez été mis à l'abri par nos régulateurs. Pour une fois, vous me direz. Enfin, pas tout à fait, parce qu'à peine quelques jours avant le hack, l'AMF retirait Bybit de sa liste noire justement. Sacrée coïncidence quand même. On a affaire au plus gros braquage de l'histoire et le mode opératoire est aussi fascinant que les implications que ça pourrait avoir sur le marché. Bybit qui vacille, Ethereum qui menace de forker, toute l'industrie qui se mobilise, mais alors qui est derrière tout ça? Installez-vous confortablement, je vous raconte. Bon, avant de plonger dans le hack en lui-même, on va prendre 2 minutes pour comprendre qui est Bybit et pourquoi cet événement a fait trembler tout le monde. Un peu de contexte d'abord. Bybit, c'est un exchange centralisé. C'est un peu comme une banque, mais pour les cryptos. Les exchanges sont des plateformes qui permettent aux gens comme vous et moi de conserver leurs cryptos sans avoir à s'encombrer de la gestion des clés privées. Un identifiant, un mot de passe et c'est suffisant. Souvent, il y a des mesures de vérification d'identité et globalement, ces plateformes sont très complaisantes avec les régulateurs. Normal, hein, après tout, c'est un business et quand on crée un business, on souhaite rarement être hors la loi trop longtemps. Bybit existe depuis 2018 et a été fondé par Ben Zhao, un entrepreneur chinois. La plateforme propose de nombreux contrats perpétuels, notamment avec effet de levier. Et faut le dire, ça fait le bonheur des traders. En plus, pendant longtemps, Bybit permettait à ses utilisateurs de trader sans vérifier leur identité. Et faut le dire, ça plaît. Bon après, le nombre d'utilisateurs grandissant, la réglementation a forcément rattrapé le coup. Et maintenant, l'exchange est bien plus réglementé. Depuis la chute de FTX et les déboires du côté de Binance, la plateforme a vraiment gagné en popularité ces derniers mois. L'été dernier, Bybit dépassait les 40 millions d'utilisateurs et aujourd'hui, elle dépasse même les 60 millions. Basé à Dubaï, c'est un exchange qui a su se positionner comme un indispensable du paysage crypto. Ils ont toujours misé sur leur réputation et particulièrement concernant la sécurité des fonds et leur utilisation de cold wallet. Alors pour ceux du fond, un cold wallet, c'est un peu comme un coffre-fort totalement déconnecté d'internet où on stocke les cryptos pour qu'aucun hacker ne puisse les toucher. C'est censé être la Rolls-Royce de la sécurité dans ce milieu. Et pourtant, c'est exactement ce coffre-fort que les hackers ont réussi à faire sauter. Ça, c'est déjà un gros signal d'alarme, hein. Avant ce hack, Bybit était vu comme un acteur solide, pas aussi énorme que Binance, certes, mais assez gros pour attirer les foules. Et visiblement, les hackers ne s'y sont pas trompés. Le 21 février, la nouvelle tombe. L'un des cold wallets de Bybit a été compromis et plus d'1,5 milliard de dollars en ETH manque à l'appel. C'est un véritable séisme pour l'écosystème et surtout, faut bien retenir un truc. Compromettre un cold wallet, ça paraissait impossible. Pas juste difficile, mais bien impossible. Et pourtant, ils l'ont fait. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, accrochez-vous un peu parce qu'on entre dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un petit vol. On parle d'un braquage de plus de 400 000 Ethers, transféré depuis un cold wallet censé être une référence en matière de sécurité. La communauté s'est mobilisée. Que ce soit Arkham Intelligence ou ZachXBT par exemple, le célèbre détective on-chain, la situation était monitorée de très près. Les fonds n'ont pas été lâchés du regard. En quelques heures, ils partent vers des adresses inconnues. Et là, c'est la panique. Bybit réalise petit à petit que l'impensable s'est produit. Ils sont en train de se faire hacker. Très rapidement, Ben Zhao, le CEO de la plateforme, dont je vous ai parlé tout à l'heure, sort du silence. Il poste un message pour calmer le jeu. Ils sont au courant d'une brèche de sécurité dans l'un de leurs cold wallets, mais les fonds des clients sont safe. Les retraits sont maintenus et ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour limiter la casse. Il balance même sur la table une prime énorme de 140 millions de dollars pour toutes les personnes qui vont les aider à traquer les coupables et à récupérer les fonds. 140 millions, hein, c'est 10% des fonds dérobés, ça vous donne une idée de l'ampleur de l'attaque. Bon, vous le savez parce que je vous ai spoil, mais c'est là que les chiffres tombent. C'est le cold wallet Ethereum qui a été attaqué et drainé de près d'1,5 milliard de dollars en ETH. C'est le plus gros hack crypto de tous les temps. Plus gros que Mt. Gox en 2011, plus gros que Ronin en 2022, bref, plus gros que tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. On se rend pas trop compte car le cerveau humain n'est pas très bon pour appréhender les grands nombres. Quand ça dépasse le million, ça commence à être compliqué. Dites-vous que si vous gagnez 100 € par jour tous les jours, il vous faudra environ 27 ans pour devenir millionnaire. Et pour devenir
milliardaire, il vous faudrait 27 000 ans. Ça donne le vertige, pas vrai? À ce moment-là, Bybit tente d'être rassurant, en disant qu'ils peuvent encaisser le coup et couvrir les pertes. Mais quand même, comment un cold wallet a pu sauter comme ça? Et surtout, qui a bien pu faire ça? L'histoire ne fait que commencer, croyez-moi. Ouais, parce que dérober plus d'1 milliard de dollars à un des top exchanges de l'écosystème, c'est vraiment pas à la portée du premier petit malin avec un ordinateur. Les coupables sont assez rapidement identifiés. D'après ZachXBT, justement, c'est le groupe Lazarus qui est derrière tout ça. Il a identifié plusieurs adresses reliées à des hacks précédemment perpétrés par l'organisation. Oui, Lazarus, ça sonne comme un méchant de film, et franchement, on n'est pas trop loin de ça. Alors c'est qui ces gars? Lazarus, c'est une équipe de hackers hyper connue qui serait soutenue par le régime nord-coréen. C'est pas juste des pirates qui s'amusent dans leur garage, non. On parle d'un groupe organisé avec des moyens et une mission. Leur spécialité, c'est de semer la terreur dans le cyberespace. D'après certains experts, depuis 2017, Lazarus aurait soutiré plus de 3 milliards de dollars, et ça c'est sans compter Bybit. Ils ne sont pas nouveaux dans le game. Vous vous souvenez de WannaCry, le ransomware qui, en 2017, avait bloqué plus de 200 000 machines dans 150 pays différents, paralysant des hôpitaux et des entreprises et demandait des rançons en bitcoin. Bah ça, c'était eux. La fuite de données colossale qui avait touché Sony Pictures en 2014, c'était eux. L'attaque de Ronin, le bridge de Axie Infinity, là aussi, c'était eux. Et encore, tout ça, c'est que des exemples parmi tant d'autres. Donc, on n'est pas encore sûr à 100% que c'est eux. Mais vu les indices et la nature de l'attaque, ça y ressemble fortement. Et le problème, c'est que voler des milliards, ça peut financer des trucs sérieux. Genre des programmes d'armes pour la Corée du Nord, par exemple. Ouais, c'est tout de suite moins marrant et on passe de la crypto à la géopolitique en 2 secondes. Et ce qui fait flipper aussi, c'est leur niveau. On parle pas d'un gamin qui trouve une faille par hasard. Lazarus, c'est une machine bien rodée, avec des techniques toujours plus novatrices dans l'art de casser les systèmes de sécurité. Ils s'attaquent aux cryptos, à des grandes entreprises et même à des banques. C'est les systèmes de sécurité les plus solides du monde. Et le pire, c'est qu'ils y arrivent. Bon, ok, 1,5 milliard de dollars, des hackers nord-coréens, des cold wallets, mais comment ils ont fait exactement? D'abord, il faut savoir que Bybit utilise un système appelé Safe Global pour gérer ses cold wallets. Avant, ça s'appelait Gnosis Safe, et en gros, c'est un service de portefeuille multisignature basé sur des smart contracts. C'est principalement utilisé pour sécuriser des fonds sur la blockchain Ethereum. En théorie, c'est hyper sécurisé. Chaque transaction nécessite plusieurs signatures pour faire bouger les fonds. Et dans l'idée, c'est très difficile pour un hacker de contourner ça. C'est comme un coffre-fort avec plusieurs serrures et des clés dispersées un peu partout dans le monde. Si vous êtes en face du coffre, vous avez beau avoir une clé, il ne s'ouvrira pas si vous les avez pas toutes. C'est là que les hackers ont été plus malins. L'astuce qu'ils ont utilisée, d'après les experts, c'est ce qu'on appelle une attaque par Masked UI. UI, ça veut dire interface utilisateur, ok? En clair, c'est une vulnérabilité sur ce qui s'affiche pour les responsables de Bybit quand vient le moment de valider une transaction. Imaginez, vous êtes un employé, vous ouvrez votre ordi et vous voyez une demande toute simple, genre transférer sans ETH vers un autre portefeuille de l'entreprise. Ça a l'air complètement normal et vous signez avec votre clé et hop. Sauf que derrière cet écran innocent, les hackers avaient caché une bombe, une transaction qui donnait carrément le contrôle du portefeuille entier à une autre adresse, la leur. C'est un peu comme si une transaction avait été cachée derrière une autre et que la transaction cachée en question donnait le contrôle total des fonds. Alors comment ils sont arrivés à faire ça? Les soupçons pointent vers une faille dans la manière dont Bybit utilisait Safe Global. Peut-être une erreur dans leur propre système ou une manipulation de l'interface pour tromper les signataires. Safe a dit que de leur côté, ils avaient rien de cassé. Et les investigations sont toujours en cours pour savoir exactement ce qui s'est passé. Certaines fonctionnalités ont été suspendues temporairement pour investiguer, mais rien de probant n'est ressorti pour l'instant. On dirait bien que les hackers ont joué avec la confiance humaine. C'est l'esprit humain qu'ils ont hacké, pas vraiment le code informatique. Et une fois qu'ils ont eu le contrôle, paf, 400 000 Ethers ont filé directement dans leur poche. De ce qu'on sait, a priori, il y a eu une erreur dans le processus de validation des transactions sur leur portefeuille multisignature. Normalement, 3 des 6 signataires de Bybit approuvent une transaction vers un smart contract sécurisé de Safe Global qui vérifie les signatures avant de libérer les fonds. Cependant, les hackers ont réussi à détourner ce processus en faisant signer une transaction vers un smart contract qu'ils avaient créé eux-mêmes, au lieu de celui de Safe. C'est compliqué d'aller plus en profondeur à ce niveau-là. Déjà parce que ça nécessite des compétences techniques énormes, mais en plus, parce qu'on n'a pas encore de post-mortem. On ne sait pas ce qui s'est passé avec précision, mais voilà les éléments qu'on a au moment où j'enregistre cette vidéo. Ils ont été plus malins et Bybit s'est probablement fait berner. Mais surtout, tout ça pose pas mal de questions. Bon, je fais ce petit rajout parce que pendant que j'étais en train de monter la vidéo, on a eu du nouveau. Pour la faire courte, la vulnérabilité pourrait bien venir de Safe, finalement. D'après le rapport de VeryChains, un fichier JavaScript légitime utilisé par
par Safe Global a été remplacé par un code malveillant. Ce code visait spécifiquement le cold wallet Ethereum de Bybit. L'enquête a révélé que le code malveillant en question était présent sur les machines destinataires de Bybit et qu'il avait été retrouvé dans une version archivée sur la Wayback Machine. En clair, c'est directement les serveurs de Safe qui ont l'air d'avoir servi de vecteur d'attaque. L'enquête est toujours en cours et ça avance. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, la confiance en prend un coup. Vous mettez vos cryptos sur Bybit en pensant que c'est du béton et bam, ça s'effondre. Du coup, certains pourraient lâcher les plateformes centralisées pour se tourner vers la DeFi. Mais même là, l'histoire nous a montré qu'on était à l'abri de rien. Il va falloir que les plateformes d'échange se blindent pour éviter que ce genre de choses ne se reproduisent. Parce que là, autant vous dire que ça a mis un sacré coup dans la confiance des investisseurs. Pour le moment, Bybit semble avoir pu couvrir les pertes, certes. Mais bon, qu'est-ce qui serait arrivé si ça avait été un acteur moins solide? Et puis il y a les régulateurs qui se frottent les mains. Un casse pareil, ça pourrait accélérer des lois plus strictes. Audit obligatoire, assurance, tout ça. Certes, ça en rassure certains, mais ça ajoute encore des couches réglementaires à l'écosystème. Et ça plaît pas à tout le monde. Bon, il y a aussi le côté Corée du Nord avec Lazarus. Si des États braquent des cryptos pour financer des trucs louches, attendez-vous à voir des plateformes bosser avec Interpol. Les autorités vont mettre leur nez là-dedans et ça n'aide pas à blanchir l'image de notre écosystème auprès du grand public. Plot twist, certains ont même parlé de fork Ethereum. Oui, parce qu'en fait, avec ce hack, les hackers de Lazarus détiennent une énorme quantité d'ETH. Ça en fait les 14e plus gros hodlers de la crypto, et s'ils se mettent à dump, bah c'est la sauce. Arthur Hayes, le cofondateur de BitMEX, a interpellé Vitalik pour un rollback de la blockchain juste avant le hack. L'idée, c'est de revenir en arrière et de faire en sorte que le hack n'ait jamais eu lieu. Sur le papier, ça pourrait être possible. Bon, maintenant, faut être réaliste. Rollback la chaîne, c'est annuler toutes les transactions qui ont eu lieu depuis. Ça inclut toutes les transactions sur les L2, sur les bridges, etc. C'est infaisable et si vous voulez mon avis, c'est même pas souhaitable. Parce que pour la petite histoire, c'est déjà arrivé en fait. En 2016, le hack de TheDAO a débouché sur un hard fork de la blockchain de Vitalik Buterin. C'est là qu'Ethereum s'est scindé en deux et a donné naissance à Ethereum classique. Et autant vous dire que ça a été un véritable tremblement de terre. Plusieurs millions de TH ont été subtilisés et le rollback de la blockchain a permis de remédier à la situation. En tout cas, en partie, car les débats sur la gouvernance et sur l'immuabilité de la blockchain ont fait rage. Le truc, c'est qu'Ethereum était bien moins développé qu'aujourd'hui. Pas de layer 2, un écosystème très restreint, tout ça. C'est pour ça que cette solution a été adoptée. Aujourd'hui, ce serait presque impensable. Par contre, une vraie solution, c'est que tout le monde travaille conjointement pour traquer les fonds volés et les empêcher de bouger au mieux. C'est exactement l'avis de Paolo Arduano, le CEO de Tether, qui a déjà annoncé le freeze de plusieurs millions d'USDT reliés au hack. Pour lui, ce hack est l'occasion de montrer que l'écosystème peut travailler main dans la main pour contrer ce genre d'attaque. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs, parce qu'après l'attaque, le groupe Lazarus se serait servi de Pump Fun, vous savez, la plateforme de memecoin sur Solana, pour blanchir des fonds. Très rapidement, le site a enlevé les memecoins de Lazarus de leur front-end. C'est un moyen comme un autre de leur mettre des bâtons dans les roues. Et ça illustre parfaitement le fait qu'en crypto, c'est facile de coopérer pour punir les mauvais élèves. Après, le truc avec Lazarus, c'est qu'ils sont patients. D'après Chainalysis, en 2022, le groupe détenait encore des fonds de hack survenus 6 ans plus tôt. Alors, à voir comment tout ça va évoluer. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Arkham et tous les autres acteurs du genre, maintenant, on a les moyens de monitorer les fonds de très près. Le hack de Bybit, c'est pas juste un vol de 1,5 milliard, c'est un électrochoc pour toute l'industrie. Cette attaque, c'est bien plus qu'une simple perte de fonds, c'est un signal d'alarme pour tout l'écosystème crypto. L'attaque de Lazarus sur Bybit démontre que même les mesures de sécurité les plus avancées ne permettent pas d'être totalement à l'abri. Qui aurait cru qu'en 2025, une plateforme de ce calibre pourrait encore se faire subtiliser un tel montant en crypto? Comme quoi, ce braquage met en lumière les vulnérabilités des plateformes centralisées tout en rappelant que la confiance est un atout aussi fragile que précieux. Même si Bybit a l'air d'avoir pu assumer l'entièreté des pertes grâce à des prêts et des emprunts, cette histoire soulève quand même de nombreuses questions sur la sécurité, la régulation et l'avenir des plateformes d'échange. Pour avoir tous les tenants et les aboutissants de cette attaque, il va falloir attendre les post-mortem et surveiller tout ça de très près. On ne sait pas encore quelles implications ça va avoir pour le futur et comme souvent, seul l'avenir nous donnera la réponse. En tout cas, bien entendu, on vous tiendra au courant sur notre canal Telegram d'actualité. Rejoignez-nous, on vous résume les dernières actualités de l'écosystème en direct live le plus rapidement possible. C'est un gros travail de veille et ça peut vraiment faire la différence en vous faisant gagner un temps fou. On est plus de 10 000 déjà et c'est totalement gratuit, alors n'hésitez pas, je vous mets le lien en description. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, partagez et surtout abonnez-vous pour ne rien louper. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça et si vous stockez vos cryptos sur des plateformes centralisées, dites-moi si ça vous a encouragé à en sortir. Dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de futures vidéos, je lis attentivement tous vos commentaires. D'ici là, on se dit à la prochaine. Bye.